لله كل حال أحمده وسبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. C'est la chance ou c'est la malchance que je n'ai pas eue. Je suis un indépendant, je travaille en freelance. C'est-à-dire quoi? Je suis mon propre chef. Je collabore avec qui je veux. Et je collabore avec qui il veut. Ma journée est extrêmement chargée. Je me lève généralement vers 6 h. J'écoute les infos et je pars au plus tard de chez moi à 7h30 pour aller au studio École de France. Donc je suis au studio École de France jusqu'à 13 h et j'ai une transition de 1 heure pour quitter les studios École de France jusqu'à l'université Panthéon-Assas. Point n'est besoin de vous dire que je zappe les cours de l'avant-midi et tous mes TD c'est les après-midi, c'est-à-dire les travaux dirigés qui sont cotés et je reste à l'université généralement de 14 h à 18 h. Bien qu'il y a des jours où je reste jusqu'à 22 h. Alors, dès que je quitte l'université à 18 h, je vais à Radio France Internationale, souvent de 19 h à 1 h du matin et je rentre à la maison généralement à 2 h, 2h30. Alors, je peux vous donner, en fait, relater à peu près la façon dont je fonctionne. Vous voyez, je suis ici de 8 h du matin deux fois, jusqu'à 17, 19, 18h30. Ça ferme à 18h30 l'été, à 19 h en hiver. Je rentre chez moi. Il y a, vous le savez aussi bien que moi, pour monter et faire le montage de ces films que vous faites tous les jours, je tenais même à vous rendre hommage avec votre télévision. Donc, vous faites un travail formidable. Croyez-moi, vous faites un travail d'une qualité exceptionnelle. Mais maintenant, c'est les moyens qui nous manquent tous d'ailleurs. C'est les moyens aussi de travailler avec les gens. Les jeunes hommes qui en face de moi travaillent beaucoup. Il va faire le reportage, pour faire le montage, il va faire toute la nuit de montage. Il doit dormir 2-3 heures pour pouvoir se réveiller, pour le mettre en ligne encore. Parce que quand il est en train de faire l'encodage, il faut attendre pour pouvoir... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les gens ne le savent pas, ils voient déjà le produit est terminé, et là, mais c'est une souffrance derrière, ta femme te réclame au lit, tu n'es pas à côté d'elle, les enfants te réclament, tu n'es pas à côté des enfants, tu ne veux pas être dérangé parce que tu es en train d'écouter avec les écouteurs. Moi, je fais tout, je n'ai pas d'employé, j'ai qu'une attachée de presse qui m'aide à faire mon travail, mais le reste du temps, je le fais, je travaille jusqu'à 3 h du matin, j'y dors que 2 h, 2 h30. Pour faire le journalisme, il ne faut pas s'attendre à être riche. Si vous voulez être riche dans le journalisme, vous déviez, vous fourvoyez dans cette forme de complicité avec le gouvernement qui sévisse au sein de leur patrie et au sein de leur nation. Donc un bon journaliste, c'est un journaliste qui vit modestement. Moi, je vis modestement, je n'ai pas de télé chez moi. Je n'ai pas de télé, Dieu m'est témoin. Je n'ai pas de télé, j'ai que mon ordinateur, des ordinateurs, simplement. Si je veux des informations, j'y vais parce que j'ai le fil d'actualité. Vous savez, vous êtes dans un centre de presse ici, donc nous avons l'accès au fil d'actualité direct. C'est pour ça que je vous donne les informations brutes, si vous avez remarqué. Pour gagner de l'argent, il faut d'abord être connu. Tu dois d'abord t'investir, tu dois être un nom incontournable. Pour que les gens s'intéressent à toi, c'est par rapport à tes émissions. Vous savez, on a fait des choses impossibles. Je fais des émissions où je n'ai même pas eu un centime, où je rentre à la maison avec ma femme, c'était presque la bagarre, c'était même limite divorce parce que tu sors, tu ne ramènes rien. Ce qui fait que moi, quand je vois les amis, les collègues dire que voilà, moi je fais que ça, je ne fais pas un boulot à côté, je vous dis, chers amis, je ne crois pas trop. Sur 100%, ceux qui sont comme ça, je pense qu'ils sont peut-être 5%. Parce qu'aujourd'hui, ici en Europe, le loyer coûte combien? Le frais des enfants, nous qui en avons, le frais, tu as des charges. Combien est rémunéré un journaliste congolais de la diaspora ici? Même ceux qui sont sponsorisés, dites-moi combien ils sont payés. Le loyer ici, là, combien, on va dire, on prend un exemple, à 500 €. Alors, le Kinshasa t'enverra combien? Ceux qui disent ça, je ne dis pas que c'est faux, mais je ne crois pas trop. Vous savez, en Occident, il y a un minimum vital. Le minimum vital, c'est ce qu'on appelle ici un SMIC. Ça vous permet de payer votre appartement et de vivre. Le fait de travailler dans un pays occidental, si vous avez un travail que vous l'avez exercé de façon régulière, presque à temps plein pendant un mois, vous vivez. Rien à voir avec les salaires qu'on touche au Congo. C'est les jours et la nuit. Pour dire que l'argent, quand je dis ça dépend aujourd'hui, j'ai des extras. On peut m'appeler pour un reportage où facilement je touche 500 €. Pour une nuit, je sais pas, moi, je fais généraliste, j'anime une fête, animateur, maître de cérémonie.
voilà à peu près avec les noms, tu arrives à faire des éléments où aujourd'hui, voilà, moi je vends mes émissions. Je t'ai passé même un DVD. Mes émissions sont vendues, dont je collabore avec quelques collaborateurs. Donc j'arrive quand même à me retrouver. Et aussi j'ai un devoir comme je t'avais dit au départ, que la télé, notre télé doit être noble. Nos présentateurs, nos animateurs, nos journalistes, ça ne doit pas être de gens qui n'ont rien, qui galèrent, qui n'ont pas d'argent. Tiens, vous dire qu'un journaliste est souvent pauvre. Vous voulez interviewer un homme politique, un homme important, il dit écoutez, on va discuter sur les questions. Ça a toujours discuté les questions préparées, tout ça, etc. Il a dit moi je veux que vous disiez cela, vous disiez cela. Pour cela, je vous laisse une enveloppe de 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. La personne achète votre conscience. C'est fini. Vous êtes embarqué dans un processus où vous ne pouvez plus faire un marche arrière. La prochaine fois quand il viendra avec la même façon de faire pour bien sûr vous enlever votre fougue, enlever votre pertinence par rapport aux questions. Alors, vous avez remarqué par rapport à mes questions, ça ne tarit pas, et puis je ne fais pas d'éloges et je ne fais pas cette forme de compromission avec tout ce monde. Que cet homme politique à qui je fais une émission, il m'a grémé l'argent, ne plus que 10 euros. Qui le disent, qui viennent, allez-y, regardez l'émission. Aucun. Je dis bien aucun. Vous êtes menacé? Oui. Oui. Actuellement, vous êtes menacé également? Au moment où je te parle. Oui. Parce que copinage avec les musiciens, moi j'ai dit écoutez les gars, dites-moi, on en parle de quoi? Si on parle du pays, parlons du pays. Si c'est la bagarre, on va dire que nous sommes devenus barbares, c'est des bagarreurs. On doit savoir sur quel terrain, où sommes-nous? Ce métier est dangereux. Mais surtout pour quelqu'un qui se veut être neutre, et quelqu'un qui est neutre, c'est là que c'est dangereux. Un gars comme moi, je sais que je dérange. Je dérange les gens qui n'ont pas encore compris. Mais les gens qui ont compris, je ne les dérange pas. Comme dans tout boulot, il y a des risques. Le plus grand risque de la radio, c'est quoi? Vous savez, quand vous faites la radio dans un pays sous-développé, un studio de radio, comme nous le disait notre directeur de programme de l'époque, Albert Mbouéboué, il nous disait un studio de radio, c'est l'antichambre de la prison. Donc, lorsque vous rentrez, vous vous placez devant le micro qui est un couteau à double tranchant. D'un côté, ça vous rend célèbre, mais pour un moindre dérapage, ça peut vous conduire loin. Donc, dans les pays développés aussi, vous avez toujours ces risques-là d'avoir des propos qui peuvent déraper et avoir des conséquences incalculables. Chers amis, chers confrères, je ne pourrais pas vous le cacher d'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi, il n'y a pas beaucoup d'avantages dans ce métier. Vous savez, ce métier, c'est un métier le plus ingrat qui existe. Le plus ingrat. Vous pouvez faire un travail extraordinaire. Les reportages, tout. Il suffit de faire un tout petit quelque chose, ça y est, vous êtes vilipendé, vous êtes oublié. Vous êtes vraiment oublié. Les gens oublient ce que vous avez fait pendant tous ces temps. Ils retiennent seulement la petite bévue que vous venez de faire. Voyez-vous, ça ne paye pas. Et pour être journaliste, si vous voulez être riche tout en étant journaliste, c'est pratiquement impossible. Le deuxième risque, c'est que quand on est dans une direction où on doit beaucoup voyager, monter dans les avions, dans les trains, aller à gauche, aller à droite, c'est toujours un risque. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter une histoire, un fait précis des risques que vous avez déjà eu à vivre? Oui, j'ai vécu des risques. Je me rappelle par exemple qu'une fois à Kinshasa, il y a eu un malentendu avec un chanteur qui m'avait manqué de respect. Et je lui ai fait un éditorial qui n'a pas plu aux fanatiques de ces groupes-là. Ils se sont déplacés par milliers pour venir brûler chez moi, par exemple. Heureusement que les précautions avaient été prises pour que ça ne se passe pas. Ça, c'était déjà un risque. Je me rappelle encore une autre fois, j'avais dit quelque chose à la radio. Une des plus grandes autorités du pays a envoyé son aide de camp venir me dire que ça ne devrait plus se répéter et que si ça se répétait, on risquait de m'infliger quelque chose dont je me souviendrai pour longtemps. Donc ça, c'est les genres de menaces déjà qui font que vous pouvez par exemple perdre votre vie.
Si les gens ne veulent pas comprendre ça, qu'il y ait des journalistes comme moi, les journalistes qui ne sont pas en danger, ce sont les gens qui sont engagés en disant moi, je défends, je sais pas, je défends Maître John par exemple. C'est ça, ces gens-là ne sont pas en danger. Mais des gars comme moi, ils ont peur, ils se disent non, c'est pas possible. Le gars ne peut pas être aussi neutre. Je suis journaliste engagé, journaliste activiste. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement, dans mon engagement, j'essaye de montrer la ligne de conduite aux Congolais. Quelle est la ligne de conduite? La ligne de conduite, je ne suis pas là comme Moïse. Je prends le bâton de pèlerin pour pouvoir montrer à ce peuple, bien sûr, la terre promise. Simplement, je suis là à donner des indications, des orientations. Je dis voilà, regardez votre pays, vous avez ça, vous avez telle matière. Regardez, vous avez un pays vaste, immense, un sous-continent, un pays qui peut vous apporter énormément de choses. Mais pourquoi vous oubliez ces pays-là? Mais le constat est là. Notre pays est bon dernier en Afrique dans beaucoup de choses. Ça doit changer. Moi, je pense que la meilleure des choses que moi je fais, c'est de les sensibiliser, par exemple, contre le viol à l'est du Congo. J'en ai parlé à Jocelyne Berroir au Canada dans un restaurant devant Jacob Desvarieux. La dame n'était pas au courant. Elle a coulé des larmes. Vous vous rendez compte? Il suffisait qu'on aille lui en parler. Et la dame, elle a des relations, elle peut en parler à d'autres personnes. C'est déjà ma façon à moi de lutter contre les viols à l'est du Congo. J'ai fait une émission avec le représentant de l'UDPS ici en France, je cite Edo Olito. J'ai fait une émission avec le président Eric Moulalou de CUP. J'ai fait une émission avec le gens de PPRD. J'ai fait une émission avec tous ces gens. Le problème, c'est quoi maintenant? A dit, quand tu vas faire l'émission avec un gars de l'UDPS, il ne vient pas faire l'émission avec nous. Sur base de quoi? A dit, si tu fais l'émission avec PPRD, ne fais pas l'émission avec l'UDPS. Sur base de quoi? Alors, quitte à vous maintenant de dire que non, ces gens-là sont des costauds. Malgré les menaces, malgré tout ce qui vit sur eux, ils arrivent quand même à nous informer. Voilà à peu près, nous avons des... Donc moi, si je dois continuer en radio, je suis prêt à les faire, mais si on me dit, bon, on a besoin de toi, quelque part, par exemple au gouvernement, pourquoi pas? Donc vous avez des envies politiques, vous avez des envies de servir votre pays? Si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. La politique, c'est quoi? Ça vient du mot police, la cité. C'est l'art de diriger la cité. Le Congo, c'est mon pays, ça m'appartient. S'il faut que je travaille pour ce pays, je ne dis pas que je suis de ceux qui ne doivent servir leur pays qu'au gouvernement. Moi, n'importe où je peux être utile par rapport à mes compétences, moi je suis prêt. Hein. Si on me dit on a besoin de vos compétences en animation, moi j'étais là pour égayer la population quand ça n'allait pas. D'accord. Bon, j'ai fait aussi des émissions des débats politiques, l'émission telle que Débattons. J'ai été sur Aga TV, j'ai fait beaucoup de choses en matière de radio, mais si vous me demandez après de travailler pour le pays, ben, moi, je suis prêt même tout de suite. Aspect journalistique. J'ai écrit 2 articles contre Mobutu. J'aurais ramené ces éléments, vous aurez vu cela. J'ai toujours ces archives. C'est là où je commence à m'intéresser beaucoup par rapport au problème de mon pays. Vous savez, Mobutu a ramené la tristesse et la désolation de ce pays. On peut aujourd'hui dire que voilà, Mobutu était mieux que Kabila. C'est faux. C'est archi faux. Si aujourd'hui les Rwandais sont en RDC, peut-être on va y revenir, c'est entre guillemets grâce à cet homme-là. Quand je dis grâce, c'est-à-dire que c'est à cause de lui que ces Rwandais ont été massivement, cette chose qu'il a pu faire, personne n'a pu faire ça dans le monde, massivement régularisé, donner la nationalité congolaise aux Rwandais. Vous vous rappelez bien, en 1972-75, et puis après, la suite. Je lui dirais que, je lui demanderais, je l'appelle toujours Monseigneur pour pourtant il est devenu cardinal, les habitudes ont la peau dure, qui me pardonne, je dirais cardinal, on a toujours eu l'impression que vous êtes l'homme qu'il faut à la tête du Congo, pourquoi vous n'y êtes pas allé? Je cherche à savoir pourquoi il n'a jamais posé sa candidature pour diriger le Congo.
On a besoin d'une personne compétente et une autorité morale comme celui-là pour mettre de l'ordre dans la maison avant de donner le pays à un laïc. Et pourquoi il n'y va pas, je me suis toujours posé la question et ça sera vraiment la première question que je lui pose. Devez-vous parler plusieurs langues? Oui. Vous parlez combien de langues? Je parle 3 langues. Qui sont? L'arabe, le français et l'anglais. On peut avoir quelques mots d'arabe de M. Bongo? Alhamdulillah kul hayy, ahmaduhu wa subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Enfin, je parle couramment et je le parle. Je sens en vous un musulman. Un musulman, oui, épris de la justice. Un musulman, pas par la famille, un musulman par conviction que j'ai eue à 16 ans. Mes parents sont chrétiens, adventistes comme on dit, pratiquants. Dans nos maisons, multiples maisons en RDC, dans 2 maisons en RDC, il y a des églises. Même dans ma maison en RDC, il y a une église. Donc je suis d'une famille chrétienne, je respecte la chrétienté, je respecte les dogmes, je respecte Jésus. Jésus est dit dans le Coran, pardonnez-moi, il est dit dans le Coran, celui qui ne respecte pas Jésus ne verra jamais le paradis. Celui qui ne respecte pas Jésus ne verra pas le paradis. Jésus est la lumière qu'on appelle le Ruh Allah en arabe, donc le souffle de Dieu. Hein, j'ai fait la traduction si vous voulez. Le souffle de Dieu. C'est à partir de là, celui qui ne respecte pas ce principe fondamental, c'est une personne bien sûr qui est complètement en dehors de la grande spiritualité, parce que c'est lui qui est venu pour apporter la parole, c'est lui qui a ramené l'être humain de la mort et de la vie.